Netanyahou a prouvé à maintes et maintes reprises qu'il est le meilleur dans le domaine politique israélien, il est le meilleur politicien d'Israël, il sait monter des coalitions, il sait tenir des coalitions. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Yom Tov Kalfon. Yom Tov, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin, ancien député à la Knesset. Alors on va commencer par l'actualité brûlante, si l'on peut dire, qui est l'actualité politique. Le vote du budget de l'État la nuit dernière, c'était attendu parce qu'on savait que les orthodoxes avaient renoncé à faire voter la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. Mais d'une certaine manière, est-ce que finalement ce vote du budget de l'État, ça prouve que ce gouvernement qui a très rapidement dû subir, on va dire, la catastrophe du 7 octobre, qui a été critiquée depuis le premier jour avec la réforme judiciaire, eh bien, il est parvenu à faire voter 3 ou 4 budgets de l'État annuels et il va parvenir au bout de son mandat. Ça ne vous surprend pas ? Oui, Daniel, vous avez raison. 4 budgets, c'est le 4e budget de ce gouvernement. Voilà. Ce qui place Bezalel Smotrich comme ministre des Finances, comme le ministre des Finances qui a fait passer le plus de budget depuis Pinchas Sapir dans les années 80, ce qui est un petit exploit. Une belle performance pour un ministre des Finances. Cela prouve qu'en réalité, il n'y a pas forcément de connexion entre l'actualité politique et la vie sur le terrain. C'est-à-dire, c'est le gouvernement qui a à sa charge, qu'on le veuille ou non, durant sa mandature, la pire catastrophe de l'histoire d'Israël. Le 7 octobre, près de 2000 morts, des guerres, une situation économique qui a certes fait preuve de résilience, mais qui a eu aussi, je vous rappelle que durant ces 4 années-là, la TVA a augmenté, les impôts ont augmenté, l'inflation a augmenté. C'est-à-dire que ce n'est pas un gouvernement qui a à son actif des réussites économiques, ni des réussites sécuritaires, et pourtant il survit, parce qu'apparemment en Israël, il y a une grande différence entre, j'ai envie de dire, la longévité politique, qui est plutôt liée, je crois, à des talents personnel des dirigeants politiques et la situation sur le terrain des Israéliens. Netanyahou a prouvé à maintes et maintes reprises qu'il est le meilleur dans le domaine politique israélien, il est le meilleur politicien d'Israël, il sait monter des coalitions, il sait tenir des coalitions, c'est un fin politicien qui utilise ses talents d'orateur, de communication pour éliminer ses ennemis aussi bien en interne à l'intérieur de son bloc politique qu'en externe. Il est le maître de toutes les manigances politiques et il prouve une fois de plus qu'on peut être peut-être un mauvais dirigeant mais un bon politicien. Ah oui, c'est intéressant de vous entendre dire d'une certaine manière dire les mérites de Binyamin Netanyahou, même sur le plan intérieur, parce que ces derniers temps on a beaucoup parlé des mérites de Netanyahou sur le plan extérieur, sa relation avec les États-Unis, ça fait que finalement il n'y a pas trop de griefs à son égard d'une certaine manière. Non, je répète, Netanyahou, je le pensais aussi que lorsqu'il était chef de l'opposition. D'ailleurs, il a été un très bon chef de l'opposition aussi, puisqu'il a réussi à faire tomber la précédente coalition, qui, elle, avait à son actif, au contraire, plutôt des succès économiques, des succès sécuritaires. Mais justement, lorsqu'on a un bon politicien, comme Netanyahou, on peut avoir face à nous une bonne coalition, être dans l'opposition et la faire tomber, et avoir à l'inverse une coalition qui ne travaille pas bien de facto, mais la faire tenir. Ce qui veut dire que le talent politique n'est pas forcément en adéquation avec la réalité du terrain. Et ça veut... Encore une fois, j'ai pris l'exemple dans la précédente coalition, par exemple, au niveau économique, il n'y avait pas de déficit, il y avait un surplus budgétaire. C'est-à-dire qu'au niveau économique, jamais la situation d'Israël n'a été aussi bonne que durant la précédente coalition. Pourtant, elle n'a tenu qu'un an et Netanyahou a quand même réussi à la faire tomber. Aussi, la situation sécuritaire, il y avait certes une vague de terrorisme, mais qui a fait 18 morts et qui en réalité était bien moindre que les autres vagues de terrorisme qu'il y a eu dans d'autres coalitions. Et Netanyahou a aussi réussi à la faire tomber. C'est-à-dire quand on a du talent politique, ce ne sont pas les faits qui vont fixer, mais plutôt la politique. On sait faire des alliances, on sait faire passer des gens d'un camp à un autre, on sait tenir, comme l'a su la Netanyahou avec son bloc, on sait tenir son bloc, et ça, c'est le le reconnaître. On peut être d'accord ou pas avec Netanyahou, mais il faut reconnaître son talent de politicien, c'est excellent politicien. C'est plus son talent de politicien que, on va dire, l'échec de l'opposition, son incapacité à saisir une opportunité comme celle du 7 octobre pour faire tomber un gouvernement ? Vous avez raison, mais j'ai envie de dire, vous savez, Daniel, quand une équipe de foot gagne, la question c'est est-ce que l'équipe face à elle était mauvaise ou est-ce que c'est l'équipe qui a gagné qui était très bonne. Il faut les deux. C'est-à-dire que Netanyahou est un très bon politicien et il a face à lui
des politiciens d'opposition qui sont moins bons que lui. Il faut le dire les choses comme elles sont. Ce qui explique aussi peut-être les performances électorales de Yair Lapid, qui est le chef de l'opposition dans les sondages. Je vous rappelle, Yair Lapid avait à l'heure actuelle un parti de 24 mandats. Il est crédité dans les sondages à moins de 10 mandats. Donc je crois que cela s'exprime aussi au niveau de Yair Lapid, qui marque un échec cuisant en tant que chef d'opposition. Alors, on va rester un peu dans le monde politique parce que il y a des déclarations assez intéressantes. Justement, on parle de l'opposition et de sa capacité ou de son incapacité à s'unir pour faire face justement à un parti comme le Likoud qui caracole en tête parmi les formations politiques. On a vu Gadi Eisenkot il y a quelques jours dire très clairement: je ne serai pas le numéro 2 de Naftali Bennett, alors que Naftali Bennett aurait pu espérer d'une certaine manière le soutien de Gadi Eisenkot qui aurait consolidé son parti. On s'achemine vers un scénario de fragmentation de la gauche israélienne et peut-être même une fragmentation qui pourrait provoquer un échec de la gauche ou du centre-gauche. Écoutez Daniel, depuis le 7 octobre, l'opposition avait repris des couleurs, au niveau en tout cas des sondages, en présentant une alternative qui serait peut-être possible en cas d'élection. C'est ce qui expliquerait aussi, encore une fois, là encore, si on parlait des talents Netanyahou a réussi à repousser les élections, car notamment les sondages montraient que s'il y avait des élections, il ne les gagnerait pas forcément. Donc là aussi, en ça, le fait qu'il ait réussi à faire en sorte que les élections aient lieu, qui auront lieu plus ou moins à la date prévue en octobre 2026, c'est parce que les sondages depuis, en tout cas octobre 2023, montrent une opposition qui est au-dessus de la coalition. Dans tous les sondages, voire plus de 61 pour l'opposition et moins de 50 pour la coalition. Mais le problème de l'opposition, c'est que au début, en tout cas, les sondages marquaient un chef de l'opposition clair, qui est pas Lapid, qui est le chef de l'opposition de facto, mais qui était Bennett dans les sondages, avec plus de 20 mandats, et donc il réunissait derrière lui un bloc assez large. Jusqu'à ce qu'arrive évidemment Eisenkot, qui a commencé très bas, rappelez-vous, et qui petit à petit est monté. Et en fait, Eisenkot joue sur le fait d'une incohérence qu'il y avait dans l'opposition, c'est que Bennett, qui est un homme de droite, s'est retrouvé leader d'une opposition de centre et de la gauche. Et donc, en créant une sorte de dissonance, que les gens du centre et gauche veulent voter Bennett comme une sorte de vote utile, comme étant l'unique politicien capable de battre Netanyahou. Mais Eisenkot a réussi avec le temps à dire: il n'y a pas que Bennett qui est capable de battre Netanyahou, moi aussi je peux battre Netanyahou, et moi, contrairement à Bennett, je suis un homme de gauche, un ancien général, et donc j'ai un peu plus l'ADN qui est en correspondance avec les électeurs, contrairement à Bennett, qui, je vous rappelle, est un homme de droite, ancien président du Conseil des implantations, etc., qui a une sorte d'écart en réalité idéologique avec les électeurs qui voteraient pour lui uniquement par vote utile pour battre Netanyahou. Donc vous voyez, Eisenkot a réussi à faire passer ces dernières semaines le message, dans le cadre de sa stratégie politique, que Bennett retournerait avec Netanyahou dans la prochaine échéance, puisqu'en fin de compte, c'est un homme de droite qui retournera avec Netanyahou, et ainsi, petit à petit, détruire la base électorale de Bennett et remonter pour être lui le chef de l'opposition. Et donc on a une guerre des leaders dans l'opposition, et je pense que, comme vous l'avez sous-entendu dans votre question, Daniel, que cela profitera évidemment au camp d'en face. Si les leaders de l'opposition se battent mutuellement, eh ben c'est l'actuel chef de coalition, c'est-à-dire Netanyahou, qui l'emportera. Sur le fond, sans trop rentrer dans les détails de personnalité politique, vous n'êtes pas peut-être vous-même, vous qui étiez politicien et qui êtes aujourd'hui un petit peu en marge, vous n'êtes pas un peu déçu de voir que finalement la société israélienne, elle reste très unie, elle essaye d'être très unie face à l'adversité, face aux guerres, elle fait montre de résilience, et puis la classe politique, elle est en décalage profond, elle n'est pas à la hauteur, on va dire, de la situation, elle reste embourbée dans des manœuvres, manipulations politicardes qui ne sont pas à son honneur et qui finalement donnent le sentiment que beaucoup d'Israéliens, c'est-à-dire il y a même un quart des Israéliens qui ne savent pas pour qui voter pour les prochaines élections, eh bien qui se disent bien il faudrait peut-être balayer toute cette classe politique qui a une part de responsabilité aussi dans ce qui s'est passé ces dernières années et essayer de trouver un nouveau leadership. Je partage votre sentiment, Daniel. Je l'entends dans le cas de la société israélienne, c'est vrai qu'il y a un réel écart entre le monde politique qui est très dispersé,
qui se cherchent des différences là où il n'y en a pas forcément, et la société israélienne qui, dans son grand ensemble, est une société qui va plutôt bien en réalité. On l'a vu durant les épreuves que nous avons surmontées ensemble depuis le 7 octobre. C'est une société qui a beaucoup de chesed, beaucoup d'unité, des gens religieux, les gens moins religieux, les gens font la guerre ensemble, les gens se soutiennent. Et c'est vrai qu'on sent un écart évident entre la classe politique israélienne actuelle et la société israélienne. Comment cet écart va s'exprimer aux prochaines élections, c'est une bonne question. Peut-être qu'il y aura un phénomène de dégagisme que j'avais souhaité personnellement. Ça veut dire qu'apparaissent des nouvelles têtes, peut-être des nouveaux partis qui ne sont pas actuellement représentés à la Knesset ou qui ne font pas partie, on va dire, des grands mouvements politiques et qui, eux, feront peut-être la différence. Vous savez, comme ça arrive parfois dans une élection surprise, un vote de rejet qui serait exprimé à voter pour d'autres leaders et peut-être remettre en cause les leaders actuels, qu'ils soient de droite comme de gauche, d'opposition ou de coalition, puisque je crois que c'est partagé par tout le monde. Il y a une sorte de dégoût de l'actuelle classe politique dirigeante en Israël je crois que ça serait bien pour Israël qu'on ait un vrai changement peut-être de génération. Quelqu'un avait dit une fois que les 120 députés du 7 octobre doivent partir. C'est peut-être vrai. Je ne sais pas si ça arrivera, mais ça ne serait pas forcément une mauvaise chose. Alors, une dernière question, parce qu'on ne peut pas parler terminer cet entretien sans parler de la situation sécuritaire. Qu'est-ce qu'elle vous inspire en particulier, ce qui se passe actuellement dans le nord, le sud Liban, avec plusieurs divisions de l'armée israélienne, des milliers et des milliers de soldats combattants, on va dire quasiment toutes les brigades de fantassins de l'armée israélienne, l'infanterie sont au sud Liban. Vous pensez que on peut venir à bout du Hezbollah, on peut l'affaiblir, on peut créer une zone de sécurité là où on a déjà tenté de créer une zone de sécurité il y a une trentaine d'années? Je crois que le 7 octobre nous a enseigné qu'on ne peut pas avoir le luxe de vivre avec à côté de nous une menace claire d'une organisation terroriste à nos frontières. On ne peut pas dormir avec les loups et je crois que c'est le plus grand enseignement du 7 octobre. On ne peut pas vivre avec le Hezbollah à la frontière nord. Car ce sera qu'une question de temps que les forces de Radouane fassent leur 7 octobre à elles aussi, que ça soit dans 1 an, dans 5 ans, on ne peut pas se permettre. Donc il faut au contraire ne pas refaire les erreurs du passé et lorsqu'une guerre est enclenchée, aller jusqu'au bout de la guerre. Pas faire les erreurs que nous avons fait par exemple en 2014 à Gaza, pendant l'opération Tzuk Eitan, où nous avions l'opportunité d'en finir avec le Hamas et nous avons préféré un cessez-le-feu sous des pressions internationales ou des pressions internes. Il faut arrêter de courir au cessez-le-feu et au contraire, il faut mettre fin à nos ennemis. Et si mettre fin à nos ennemis, ça voudrait dire déplacer la frontière nord d'Israël au fleuve Litani, et le faire et ne pas avoir peur ni des pressions internationales, ni des condamnations des uns ou des autres. En fin de compte, nous préférerons toujours leur condamnation à leurs condoléances, comme l'avait dit Golda Meir, et je préfère de loin des condamnations internationales si Tsahal s'installe sur le Litani, qu'aux condoléances au prochain 7 octobre qui sortirait des forces Radouane vers le nord d'Israël. Eh bien, Maître Yom Tov Khalfon, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. On vous souhaite bien entendu une bonne fête de Pessar Kasher Vesameach, et bien entendu, on espère que cette fête se déroulera dans le calme, la sérénité, au moins dans l'unité de la nation d'Israël. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'être toujours disponible pour intervenir sur Radio Qualité. Bonne journée et à bientôt. Chag Sameach. Chag Sameach, Daniel. Chag Sameach.